Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du 27 janvier où on va regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune en Verseau et puis aussi sur la fin de semaine la conjonction Vénus-Neptune. Alors j'enregistre et vous allez sans doute écouter cette vidéo en début de semaine. Donc comme la nouvelle lune en Verseau aura lieu à 9 degrés du Verseau mercredi matin pour le Guatemala, donc en fin de journée pour la France, les 3 jours qui précèdent la nouvelle lune sont un espace un peu d'entre-deux. Et je trouvais ça aussi important d'y revenir, hein. Dans la tradition ancienne, on avait un petit peu peur de cette phase lunaire. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas de lune dans le ciel. Et donc il y avait un petit peu cette idée que notamment les femmes connectaient avec leur pourvoir lunaire, intuitif, psychique, hein. C'était une phase qui était associée à la déesse Hécate. La déesse Hécate, c'est cette déesse lunaire des transitions qui va nous accompagner justement dans les entre-deux, hein, qui va nous accompagner aussi dans les rites de passage. Et je trouvais ça intéressant parce que je réfléchissais aussi sur cette idée depuis déjà pas mal d'années, hein. Moi, je crois que j'ai commencé à écrire sur les lunes et les nouvelles lunes il y a presque 14-15 ans au début sur Facebook un petit peu, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et il y avait vraiment cette cyclicité, hein, qu'on a commencé à remettre comme étant partie de la façon dont on vit la qualité du temps, hein, et pas seulement un temps linéaire. Et c'est vrai que la déesse Hécate, hein, et d'autres figures un petit peu d'entre-deux qui viennent nous rappeler justement ces cycles sont aussi des guides, on pourrait dire, hein, des gardiens du seuil qui nous attendent, j'allais dire sagement à la fin de chaque mois pour nous permettre de faire ce passage entre ce qui va être régénéré, hein, puisque le symbole d'une nouvelle lune, c'est le symbole d'une nouvelle graine qui est semée, hein, sur un cycle lunaire de 28 jours. Mais en astrologie, ce qu'on va regarder, c'est forcément sur les axes, hein. Donc la nouvelle lune en Verseau est liée à la pleine lune en Verseau, est liée à la pleine lune en Lion et à la nouvelle lune en Lion qui a lieu 6 mois plus tard, hein. Donc il y a vraiment cette cyclicité. Il y a des cycles dans les cycles en astrologie, hein. Et la phase de pré-nouvelle lune, qui est parfois appelée la phase de lune noire ou la phase de lune obscure, est un moment justement où on peut sentir qu'avant d'engendrer, enfin en tout cas de vouloir nous renaître au nouveau, on doit se dépouiller ou s'épurer, ou la sensation parfois qu'on doit faire silence, ou qu'il y a des émotions ou des choses pas forcément confortables qui remontent, hein, notamment pour les personnes nées en cette phase lunaire. Donc, j'ai dû déplacer l'atelier parce que j'avais un peu la voix enrouée ce jour-là, mais je vous invite à regarder la date sous la vidéo pour pouvoir vous accompagner aussi de regarder dans quelle phase de la Lune vous êtes né, hein. Donc, je trouvais ça intéressant de prendre un moment, hein, avant de tout de suite aller vers les potentialités de cette nouvelle Lune, de voir ces jours, ces 3 jours, comme un espace de réflexion, de resacraliser aussi les passages, hein, et tout ce qui va émerger à la nouvelle lune. Alors forcément, je le répète souvent, ça va bien sûr dépendre de là où vous avez les 9 degrés du Verseau dans votre thème, si vous avez des planètes, dans quel champ d'expérience, mais en tout cas, symboliquement, il y a cette promesse d'un renouveau, il y a cette promesse surtout, je trouve, dans le signe du Verseau, d'une nouvelle aspiration, d'un nouvel idéal, hein. Alors, on a vu pour la semaine dernière que le Verseau aussi, j'ai voulu vous montrer la phase plus liée à la signification ancienne du Verseau avec ce côté plus mélancolique, plus nostalgique aussi, hein. Mais il y a une dimension moderne du signe du Verseau qui est très liée à l'étoile, l'étoile que vous retrouvez dans le symbolisme du tarot, par exemple, et qui va être, je pense, une des questions qui peut nous accompagner pour certains, hein. Pareil, je tisse ou je tire un fil. Il y a bien sûr de multiples significations, mais je trouve ça intéressant des fois d'en présenter un parmi la multiplicité aussi de comment on peut faire dialoguer le symbole. Et ce symbole de l'étoile, pour ceux qui connaissent pas la carte, hein, il y a vraiment cette femme nue, hein, avec l'étoile que parfois on associe à Sirius. Il faut savoir que Sirius était très important, notamment dans l'astrologie égyptienne, et que le Thema Mundi dont je vous parle beaucoup est dit être né au signe du cancer parce que c'était le moment où justement
l'étoile Sothis, donc Sirius Isis, se levait dans le ciel et donc commençait la nouvelle année, en tout cas pour les Égyptiens. Donc il y a quelque chose souvent de très sacré, hein, on pourrait dire, dans cette reliance à cette étoile. Et pour reprendre donc cette image, la femme va irriguer les eaux de la terre et puis aussi les eaux de l'océan, ou les eaux en tout cas d'une forme de lac, hein. Et je pense qu'une des questions fondamentales, on pourrait dire, du Verseau, surtout dans sa dimension moderne, c'est comment nos destinées individuelles, comment nos dons qu'on va développer dans le signe du Taureau qui est en carré, nos trésors créatifs en lion dans le signe qui est en face, vont trouver un petit peu comme le verseur d'eau du Verseau, une voie de se relier, c'est-à-dire un courant où nos destinées individuelles et la destinée du collectif va pouvoir se relier et irriguer le monde d'une nouvelle information, d'une nouvelle qualité d'énergie, d'une nouvelle manière aussi de voir les choses, de voir le monde, hein, et où chacun finalement dans ce signe, et ça c'est quelque chose que j'avais aussi évoqué la semaine dernière, va être invité là à semer la graine, alors encore plus là vous avez du Verseau dans votre thème, à voir cet espace, cette graine de singularité comme justement faisant partie de la possibilité de toutes les autres graines et donc de régénérer à nouveau la terre, et ce qui n'est pas forcément toujours évident dans le Verseau. Pourquoi? Parce que dans le signe du Verseau, on est dans un signe d'air, donc on est dans un signe d'idéal, qui a parfois du mal à incarner certaines choses. Et ce que je trouve intéressant dans la configuration de la nouvelle lune, c'est qu'on a Mercure qui est entré la veille, en tout cas le mardi en France, le mardi 28, si je ne me trompe pas, ou 29, je me confonds avec le mardi 28, oui, c'est ça, qui est rentré dans le signe du Verseau, et on a aussi la présence de Pluton, hein. Donc on a quelques heures avant la nouvelle lune, une conjonction Mercure-Pluton en Verseau. Donc, Mercure, c'est aussi un passeur qui vient nous faire dialoguer ou qui va nous permettre de nous comprendre, de comprendre le monde qui nous entoure. On sait que des fois, il nous joue des tours lorsqu'il est rétrograde, hein, mais sa fonction, c'est aussi cette fonction de médiateur, cette fonction de connecteur qui nous permet aussi de relier les parties de nous-mêmes qui sont parfois vécues. Je reprends mon exemple entre le taureau, et vous verrez pourquoi, parce que Uranus va devenir direct en taureau et que c'est le régent moderne du Verseau. Enfin, je ne veux pas vous perdre dans toute la toile astrologique, mais souvent, comment on va connecter justement le besoin de sécurité ou la matière du taureau avec les aspirations de liberté et d'idéaux du Verseau, avec ce côté très prométhéen qui voit avant, là où des fois la mise en matière est beaucoup plus lente. Donc le fait que Mercure rentre en Verseau, ça veut dire que la qualité d'appréhender les choses ou même de voir cette nouvelle lune est teintée, hein, d'un Mercure en Verseau. Donc on a peut-être envie de se libérer d'une certaine vision, d'une certaine pensée. Mais la conjonction à Pluton est toujours un moment de révélation. Alors il faut savoir quand même que mythologiquement, ils ont une affinité, hein, puisque Hadès avait autorisé Mercure, Hermès à pouvoir naviguer dans son monde et revenir à la surface librement, hein, et très peu Dieu, je crois que c'est le seul à être autorisé à faire ça. Donc Mercure, c'est à la fois un guide, c'est à la fois un passeur, il nous attend au croisement, hein. Hermès, certains disent c'est vraiment, il est à la croisée des chemins, donc c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que c'est le guide des voyageurs, aussi des voleurs, hein, ou des commerçants et des négociants. Mais je trouve ça intéressant, ça veut, pour moi, au niveau du symbole, la graine de cette nouvelle lune, en étant aussi coprésente avec Mercure, Pluton et presque conjointe, hein, parce que souvent l'orbe que vous prenez est assez grande, donc 9 degrés et 2 degrés, vous prenez la conjonction, hein, vient aussi nous demande, hein, de descendre à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller être initié, j'allais dire, toujours par Mercure et Pluton dans des informations qui étaient peut-être cachées, qui ne nous étaient pas révélées, une façon de voir les choses ou de voir nos aspirations verso ou notre manière d'agir, hein. Pour ceux qui ont du verso comme moi dans leur thème, il y a parfois ce côté de vouloir faire table rase du passé et de vouloir se déconnecter de ce qui est inconfortable, hein. On est obligé d'aller voir, là avec Mercure-Pluton, nos pensées obsessives,
aussi, hein. Pluton a une tendance à totaliser l'expérience. Donc avec Mercure, il peut nous donner l'impression qu'il y a justement quelque chose qui nous enferme, alors que la nouvelle lune en Verseau et le fait que le lendemain, Uranus, qui est le régent moderne du Verseau, reprend sa marche directe, donc on a envie de se libérer. Alors Uranus en Taureau, on veut se libérer de la forme. Mercure, Pluton en Verseau, on veut se libérer de nos enfermements mentaux ou tout simplement des concepts qu'on a créés et qui, au lieu de nous libérer, comme je vous le disais la semaine dernière, nous créent plus de bile noire qu'autre chose et un spleen ou sont inatteignables, hein. Il y a aussi cette idée des fois dans le Verseau qu'on pressent ce que le monde pourrait être ou ce qu'on pourrait être et cette déception qu'on n'est pas encore en train de vivre ces idéaux. Et souvent, les idéaux du Verseau sont des idéaux très nobles, puisque c'est les idéaux de la table ronde, hein. Donc, ce serait que chacun siège en totale souveraineté à la table des décisions du collectif. Ce serait aussi un idéal de fraternité où on reconnaît le divin dans chaque humain. Alors ça me fait penser au mythe de Ganymède, qui est un humain euh, qui peut devenir le verseur d'eau de Zeus, dont Zeus tombe follement amoureux. Et avant, c'était un poste occupé par, je me rappelle plus si c'est la déesse Iris de tête, mais en tout cas qui était occupé par une immortelle, hein. Donc il y a ce rapport aussi, hein. On sait aussi le danger, hein, toujours forcément avec Mercure-Pluton, on peut prendre conscience aussi des endroits où notre vision prométhéenne. Prométhée est le mythe souvent moderne qu'on lit au Verseau, hein. Prométhée, c'est celui, pour vous rappeler, qui veut illuminer l'humanité et qui du coup vole le feu sacré à Zeus, qui aussi fait deux, trois petites négociations avec Zeus en lui faisant croire au moment du partage du bœuf sacrificiel qu'il a la meilleure part, et en fait il la donne aux humains, même si dans la symbolique il y a des fois, surtout Luc Biget, qui vient nous montrer que finalement, c'est pas finalement les humains qui ont gagné, puisque dans les os qui sont laissés à Zeus, dans les os, il y a aussi ce symbole du blanc, il y a aussi ce symbole de l'initiation, du candidat à l'initiation, de la pureté, du symbolique, hein. Donc, je reprends mon fil. L'ombre que peut nous montrer Mercure-Pluton, c'est aussi l'ombre de nos visions prométhéennes, ou en quête justement de nous libérer, de voler le feu, de vouloir inverser quelque part les règnes. Et là, je pense qu'on le voit très très bien dans l'apport technologique, l'apport du progrès et qu'est-ce que ça peut engendrer, notamment, n'oublions pas que Uranus est en taureau, donc il y a toujours ce questionnement en lien avec la Terre, en lien avec le symbole du taureau qui est ce calice, qui représente quelque part ce culte à toutes les grandes déesses qui nous ont rappelé les fertilités et le centre. Et j'ai vu une voie de résolution ou quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle lune pour nous aider avec tout ce qui remonte, tout ce qui a envie d'être semé, tout ce qui est vu, c'est le carré Avesta. Alors, certains d'entre vous savent que j'aime beaucoup les astéroïdes, que j'en parle assez peu. Le fait que j'en parle peu, c'est tout simplement que parfois, on a pu décrier les astéroïdes en disant que ça rajoutait du détail déjà dans la complexité astrologique. Et il faut savoir que dans la grammaire astrologique, notamment Demetra George a beaucoup œuvré pour que les astéroïdes reprennent une position d'intermédiaire entre le ciel et la Terre, et un petit peu dans la notion de daimon, qui ensuite est devenu les démons, mais les daimons, c'était, dans certaines traditions, ces intercesseurs qui venaient nous rappeler le fil de notre destin. Pour la technique astrologique, il faut qu'il y ait une orbe, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'on va calculer, tout ce que je vous raconte, ça semble des maths, mais c'est pas si compliqué, c'est plus de la géométrie. Et il faut être sûr que l'astéroïde va dialoguer très très proche, si vous voulez, avec par exemple là, le Soleil et la Lune qui forment la nouvelle Lune. Et en effet, ils sont en carré, Vesta est en Scorpion et elle est à 9 degrés, et la nouvelle Lune est à 9 degrés. Donc on est vraiment dans une orbe exacte, c'est pour ça que je trouve important d'en parler. Vesta, pour ceux qui la connaissent pas, dans la tradition, en tout cas astrologique, on l'a beaucoup utilisée. Les astéroïdes du féminin ont été utilisés pour voir comment on allait utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus. Il y a aussi une dimension un peu
sociologique ou d'engagement, c'est-à-dire que le fait d'introduire les astéroïdes dits du féminin dans le langage ou la grammaire astrologique rééquilibre quelque part le panthéon intérieur, c'est-à-dire que Vesta, Junon et Cérès, pas Pallas Athéna, mais sont les sœurs de Zeus, donc Jupiter, Poséidon, Neptune, Hadès, Pluton. Donc vous voyez, ça rééquilibre pardon, le panthéon pour connecter aussi avec ces forces archétypales qui habitent en nous et qui s'expriment dans notre thème de naissance sous le nom, en tout cas, de ces divinités. Et Vesta, ça va être comment on utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service de la régénération du soi. Elle va représenter, comme pour beaucoup, pour les astéroïdes, on s'est beaucoup appuyé de la mythologie. Alors, même si ce que a vraiment introduit Demetra George, qui peut être un petit peu différent des fois de la façon dont la psychanalyse a pu utiliser Hestia. Hein. Hestia, c'est Vesta, vous avez le nom grec et le nom latin, comme toujours Aphrodite Vénus, Junon Héra, Cérès Déméter. Hein. À chaque fois, il y a le nom grec et le nom latin, mais il y a un côté un peu un phénomène d'import-export souvent chez les divinités et au fil des civilisations et du temps. Hein. Et donc, Hestia Vesta, c'est la gardienne du foyer, c'est la gardienne du centre. Hein. Et je trouvais ça intéressant parce que dans l'énergie du Verseau, on va très loin, on va très haut, on est connecté aux étoiles, on a envie de dépasser, on n'a parfois pas forcément envie non plus d'être sur Terre. Hein. Alors, il y a quand même Pluton qui met un petit bémol parce qu'il nous oblige justement à épurer et peut-être Pluton qui est souvent associé comme étant le grand rééquilibreur pardon, des lois du vivant. Hein. Si on va trop haut, il va nous demander d'aller sur le dessous, hein, tout simplement comme un effet d'équilibre. Vesta, elle s'inscrit dans la lignée des gardiennes du feu sacré, que vous retrouvez aussi comme symbolisé dans l'altar. Hein. Euh, Chez les Grecs notamment et chez les Romains surtout, c'était vraiment le feu de certains des foyers. Mais ce qu'a introduit beaucoup Démétra George, c'est sa lignée pré-hellénistique qui était plus liée aux déesses du temple qu'on allait retrouver par rapport, surtout avec Inanna, Ishtar, donc qui étaient des prêtresses, souvent aussi, qui étaient les gardiennes de la sexualité sacrée et des mystères de la régénération de l'énergie. Mais là, mon point que je voulais introduire, c'est le fait qu'il y ait ce carré à Vesta. Je trouvais qu'il y avait une invitation à revenir au centre. Hein. Il y a cette idée de trouver ce centre en nous, dans nos profondeurs, en scorpion, là où l'énergie du Verseau part beaucoup au niveau du mental et au niveau de l'air. Je trouvais qu'il y avait une invitation à rester dans le centre en nous, pas forcément confortable parce qu'on est dans le scorpion, hein, donc ça nous demande quelque part de trouver vraiment le trésor sous toutes les remue-ménages un petit peu plutoniens. Hein. Puis il y a cette lutte hein, quand vous êtes avec Pluton en Verseau, Mercure en Verseau et la nouvelle lune en Verseau, il y a une lutte parce qu'on veut se déconnecter, on veut se libérer de quelque chose et il y a tout le reste de l'énergie qui nous demande d'être présent. Mm. Vesta, pour moi, c'est aussi la gardienne justement de la présence, hein, c'est-à-dire qu'elle va nous rappeler qu'il y a un espace en nous qui est immobile, qui est immuable. Hein. On parlait souvent que le lieu où il y avait les prêtresses justement des Vestas, c'était à Delphi, hein, Delphi qui était l'omphalos, c'était le centre de la Terre, mais aussi le centre de la Grèce. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait ce rapport dans les anciens, avant qu'on découvre que ce soit le Soleil autour de la Terre, il y avait un centre de la Terre qui était une métaphore quelque part d'habiter nos terres intérieures. Et je trouve ça intéressant pour cette nouvelle lune. Je vous le laisse un petit peu comme matière à symboliser, comme c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous donner des pistes, même au niveau des références, mais que vous allez ensuite connecter avec votre propre monde symbolique, hein, un petit peu comme une, une- un- de faire passer quelque chose plutôt que de dire la vérité, vraiment de vous ouvrir des pistes. Donc voilà, je regarde juste parce que j'avais préparé mes notes. Voilà, c'est pour aujourd'hui ce que je voulais dire sur la nouvelle lune. Et enfin, il y a un aspect un petit peu différent pour finir la semaine, qui est la conjonction de Vénus et Neptune en Poisson. Donc il y en aura d'autres, hein, puisque Vénus va être rétrograde entre le Bélier et le Poisson au mois de mars. Alors, Vénus-Neptune a parfois mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'on
on a tendance à dire, alors je vais le dire joliment, que les aspects Vénus-Neptune, on va capter un possible, souvent dans les relations amoureuses. Donc on va tomber amoureux, on pourrait dire, de la potentialité de l'âme et souvent être déçu. Donc forcément, lorsqu'on a Vénus qui est conjoint à Neptune, surtout dans le signe du Poisson, l'ombre de l'aspect, je vais commencer par l'ombre, ça peut être le désamour. Dans les études jungiennes que j'avais fait, j'avais un prof qui disait il n'y a rien de pire que le désamour. Et je trouvais ça tellement vrai. Vous savez, la sensation que on ne vous aime plus ou que vous êtes mal aimé ou pas aimé. Hein, donc, toutes les tragédies qui ont donné, j'allais dire, lieu à ce mise en lumière du désamour, hein, avec peut-être aussi, lorsqu'on va dans Vénus-Neptune, est-ce que tous les amours sont amenés à s'éteindre ou à faire tomber les voiles, hein. Moi, j'aime beaucoup Vénus-Neptune dans sa lumière parce que ça me fait penser au mythe que je vous ai déjà raconté lorsque Ariane est trahie par Thésée. Donc ça, c'est le mythe lié au Minotaure, hein, où elle va donner le fil d'Ariane à Thésée pour permettre de tuer le Minotaure qui était toujours qui tuait les jeunes Athéniens et donc Thésée avait été choisi pour aller faire face à cette bête. Et Thésée promet d'emmener Ariane avec lui, hein, donc ils partent en bateau et sur une île, ils font escale. Ariane s'endort et quand elle se réveille, Thésée l'a abandonnée. Donc elle a vécu l'abandon, le désamour et dans un immense chagrin hein, de aussi réfléchir dans un état un peu second. Vous savez, les aspects Vénus-Neptune, c'est aussi. Alors, je vous dis pas que tous le samedi 1er février, on va être dans un état second, hein, ça dépend comme toujours de notre thème. Mais Vénus-Neptune, il y a les sortes de voiles. Moi, j'imagine toujours que les portes entre les mondes, un petit peu. Je suis fascinée par tous ces mythes des prêtresses d'Avalon. Vous savez, la brume d'Avalon se dévoile et vous pouvez accéder à l'île enchantée et découvrir justement des choses que auxquelles vous n'avez pas accès. Donc aussi, il y a une forme de révélation. Alors pour elle, la révélation se fait sous les traits du dieu Dionysos, hein. Dionysos, je le relisais récemment, et d'ailleurs, un des seuls dieux, hein, pourtant on parle du dieu de l'ivresse, et c'est vrai qu'il a ses ménades, donc il a un côté assez intense, mais il n'a jamais blessé, en tout cas, rapté le féminin. Et donc, il va tomber follement amoureux d'Ariane et l'élever au rang de constellation. Donc, je trouve ça beau parce que je me dis la beauté des aspects Vénus-Neptune, c'est là où on a eu la trahison d'amour, le désamour, le manque d'amour. Ben, on peut laisser la figure de Dionysos, en tout cas la figure du divin, nous féconder, nous permettre aussi de voir que ces brèches sensibles en nous ont aussi un potentiel créatif en lien avec l'imaginaire, en lien avec la beauté, la sensibilité, remettre la place à nos rêves. Et je trouve ça beau qu'on ait trois conjonctions. Hein, parce que je pense que vous avez vu que la première partie de ce que je vous ai transmis, il y a vraiment ce côté beaucoup plus mental, l'enfermement, et là, avec Vénus-Neptune, en tout cas sur la plus haute octave de cet aspect, c'est se laisser réenchanter par le monde et par le mystère du monde et par le mystère de l'amour et par le mystère de la poésie. Donc sur ces notes, je vais vous laisser pour votre semaine. Je vous remercie. Je suis toujours disponible pour les séances. J'ai un petit peu moins de créneaux, mais n'hésitez pas à m'écrire directement. Mes coordonnées sont dessous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.